Nous sommes le 22 septembre 2017 et voilà maintenant 8 mois que Cinéma n'a pas sorti de vidéo. En effet, peu après la sortie du premier épisode, l'équipe composée d'Arthur, JB et FH décide de s'accorder une pause bien méritée en allant au concert de Nalouen Leroy au Zénith de Caen, au milieu de la 15e reprise de J'entends le loup, le renard et la belette. L'équipe est enlevée par une bande de gros bras. Ne le croyez pas aussi, mais les ravisseurs viennent d'une agence gouvernementale top secrète appelée les Bolos. Visiblement un peu trop fans d'American Dad, les Bolos veulent transférer les consciences de l'équipe dans 2 poissons rouges et le poulpe qui peut ouvrir un pot de cornichons au palais de la découverte. Des jours, des semaines et des mois passent et toujours aucun succès pour les Bolos, déconcentrés par nos héros, hurlant tour à tour des répliques de la Cité de la Peur. Comme toute expérience impliquant le poulpe du palais de la découverte, ça tourne mal et le complexe des Bolos explose. JB se relève seul et sans aucune égratignure grâce à une pirouette scénaristique magnifiquement exécutée. Il se promet alors de reprendre au cinéma en l'honneur de ses camarades disparus. Ça on s'en fout. Ça aussi. Et bah du coup générique hein. Aujourd'hui, on attaque une mini-série de vidéos qui va aborder quelques débats qui entourent la création d'une image animée, d'un GIF avec du son, bref d'un film. Et on va commencer par un débat qui entoure le format de capture des caméras, pellicule ou numérique. Un débat qui concerne donc le principal outil du cinéaste, la caméra. Pour rappel, le cinématographe est inventé en 1895 par les frères Lumière. Le principe est finalement assez simple, une caméra ce n'est rien de plus qu'un appareil photo qui prend plusieurs dizaines de photos à la seconde. En projetant ces images à une cadence suffisamment élevée, on crée l'illusion du mouvement. Durant tout le XXe siècle, la caméra va évoluer, chaque constructeur innovant toujours un peu plus sur les formats de pellicule, la cadence d'image, la taille et la maniabilité de l'appareil. Tout ça pour améliorer la qualité de l'image captée, puis projetée en salle de cinéma. Bref, pendant un siècle, tous les films sont tournés, manipulés, montés, projetés et stockés uniquement sur pellicule. Avec les progrès de l'électronique dans les années 80 et 90, les premiers caméscopes vidéo numériques font leur apparition sur le marché. L'image est objectivement dégueulasse, mais toute une vague de films très bas budget et très intéressants va naître grâce à ces caméscopes faciles à utiliser et très peu chers. Et tout cela nous amène au début du 21e siècle et l'arrivée des caméras haute définition qui offrent enfin une qualité d'image largement supérieure aux caméscopes vidéo. D'ailleurs, le premier film tourné entièrement avec ces caméras est un film français, Vidocq, mais Chroma en parlera bien mieux que moi, je vous invite donc à voir leur chronique. Super, trop bien, cool, ouais. On attribue le plus souvent la poussée du cinéma numérique à un homme, George Lucas, qui a tourné en partie Star Wars La Menace Fantôme avec des caméras numériques et qui tournera les épisodes 2 et 3 entièrement sous ce format. À l'époque et encore aujourd'hui, la prélogie Star Wars est très critiquée, alors déjà pour l'existence de cette séquence, mais aussi pour l'utilisation du format numérique qui donnerait un look fade et artificiel au film. Mais peu importe, car pour Lucas, and it would save me a lot of money. I'm still, an independent filmmaker. I still pay for all my own bills, and I really have to be careful. I don't have the unlimited resources of the giant mega studios. I still have to sort of worry about where I'm going to get the money for my next film. Alors si je veux bien admettre que Vidocq possède un look particulier qui peut être attribué à l'utilisation de caméras numériques et à des très gros plans de Gérard Depardieu, ce qui n'est jamais une super bonne idée de base, ne faites pas ça. Pour la prélogie Star Wars, ce sont plutôt les effets spéciaux qui font l'esthétique du film, et c'est sûr que ça n'a pas très bien vieilli. Je fais cette distinction maintenant car il peut exister une confusion entre effets spéciaux numériques et format numérique hérité des caméras numériques. C'est pas la même chose. Pour clarifier tout ça, on va analyser la vie d'une image dans un film. Si on doit schématiser ça très simplement, l'image elle est tournée grâce à une caméra, on peut la modifier en ajoutant des effets spéciaux, on fait le montage, on la modifie encore un peu au niveau des couleurs, et ensuite on la projette. Le numérique a envahi cette chaîne par l'intérieur grâce à la puissance créative qu'il offrait. Les effets spéciaux numériques ont remplacé les effets spéciaux pratiques, les maquettes et la stop motion. Le montage sur ordinateur a remplacé le coup de ciseau et le scotch des vieilles tables de montage. Et l'étalonnage numérique a remplacé le traitement photochimique. Finalement, seuls restaient les 2 bouts de la chaîne sur pellicule, le tournage et la projection, ajoutant donc une étape supplémentaire de scan à cette chaîne. Il paraît donc tout à fait logique de vouloir passer au format numérique pour enlever cette étape de scan particulièrement coûteuse, alors même que le film argentique coûte déjà en soi très cher. À partir du moment où la caméra tourne, on brûle littéralement de l'argent, et toutes les 10 minutes, on doit recharger la caméra en pellicule, ce qui ralentit encore le tournage. Because movies for me, there's always that momentum problem. Because I grew up in the theater and
how I was trained, and a lot of times in movies I feel like, can we go? En plus, on ne peut pas revoir ce qu'on a tourné à l'instant. Chaque nuit, les rushs sont traités dans un laboratoire et projetés le lendemain matin à toute l'équipe qui découvre le résultat de la veille, ce qui peut poser problème. I've sat in dailies and I've gone, oh. You know, some of Darius Kanji's work on Seven, you would just go, wow. But there was an equal amount of times that you go, I would look at it and say, what the fuck? Les caméras numériques apportent donc un double avantage. Une visualisation instantanée de ce qu'on a tourné, et un tournage quasi illimité qui ne nuit pas au budget du film et qui accélère le rythme du tournage. Moi j'ai jamais travaillé en numérique, je sais pas, donc ça m'a intéressé. Il y a un intérêt, ça c'est sûr, c'est l'autonomie de la chose. C'est-à-dire que tu peux faire des prises et recommencer dans les prises sans couper. Pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Robert Downey actually came up to me and he said, I can't work like this. I never get to go to my trailer. I never get my shit together. I'm on my feet 14 hours a day. I'm shooting all the time. He actually left mason jars of urine on the set. Just like over in the corner and stuff. Just he would go off and he would pee and then he'd bring it back. And it was this like form of protest. Enfin, pour la distribution et la projection du film, le digital apparaît comme une solution tout à fait logique. L'impression, l'empaquetage et la livraison des bobines étaient des opérations très coûteuses en comparaison à la copie sur disque dur. Petit à petit, la quasi-totalité des projecteurs de cinéma sont passés au numérique, poussés par l'arrivée de la 3D avec Avatar en 2009. 3D rendu possible par les caméras numériques, suffisamment petites et légères pour en placer deux sur la même monture et ainsi pouvoir tourner en 3D. Si le numérique a réussi à convaincre rapidement pour ses avantages économiques et sa flexibilité, ça a été un petit peu plus long pour ses qualités esthétiques. Ce qu'on entend souvent, c'est que l'argentique possède une texture, un feeling de meilleure couleur, un look inné que le numérique ne pourra jamais atteindre, une sorte de privilège un peu magique donné d'office autour d'un concept très abstrait et subjectif qui est le look photographique. Sans pouvoir expliquer vraiment pourquoi, c'est juste plus beau. Cependant, avec les caméras numériques d'aujourd'hui, on ne peut plus admettre cette supériorité esthétique innée. Emmanuel Lubezki a été récompensé de 3 Oscars de la meilleure photographie pour Gravity, Birdman et The Revenant, 3 films esthétiquement sublimes et tournés entièrement avec des caméras numériques. Et puis est intervenu Steve Yedlin sur cette question. Steve Yedlin est un directeur de la photographie depuis longtemps associé au réalisateur Rian Johnson, auteur du prochain Star Wars qui sortira en décembre. Yedlin a une manière originale de voir une caméra. Pour lui, peu importe le format, pellicule ou numérique, une caméra c'est juste un gros capteur de données. Ainsi, le look final vient de la manière dont l'image est préparée et traitée tout au long de la production, et pas du format de capture initial. Il défend fermement la puissance de la post-production. Il a d'ailleurs développé ses propres fonctions mathématiques et algorithmes pour recréer un traitement pellicule avec une caméra numérique, et vous voyez le résultat de ses tests en ce moment. Personnellement, je trouve ça plutôt convaincant et j'ai du mal à différencier les deux. Cependant, Yedlin pose un avertissement. Le format numérique est certes beaucoup plus flexible pour retravailler l'image, mais cette flexibilité apporte autant d'opportunités que de pièges. Il faudra sans doute encore quelques années pour le maîtriser complètement. Mais bref, en se disant qu'on peut arriver à n'importe quel look avec n'importe quelle caméra, le choix entre le numérique et l'argentique n'est plus un choix esthétique, mais avant tout un choix personnel pour le réalisateur et le directeur de la photographie. Un choix qui influencera la manière de travailler au tournage, et pour ça, tous les réalisateurs sont différents. Et Yedlin et Johnson ont fait leur choix pour Star Wars 8, et ce fut la pellicule, comme pour Star Wars 7. Des caméras bien mises en évidence dans les clips de teasing des films. À force de devenir l'exception, la pellicule est devenue un argument marketing. Les utilisations de vieilles caméras ou de vieux formats dans une démarche d'hommage à une certaine époque ou pour défendre une certaine idée du cinéma se multiplient. And we shot on film as well. So the other thing is like, I know that there is. I must say, there's about 10% of the movie that's on digital for various reasons. Which, with car stuff in this day and age, is, you know, it's like people look at you like you're crazy. It's like you want to be changing like mags every take, but it looks great. Try IMAX, mate. I know, I believe it. Car oui, le format IMAX, très peu exploité en France, est un format pellicule qui reste extrêmement cher avec des caméras énormes et des bobines gigantesques. Ces formats pellicules exceptionnels sont défendus par de très grands cinéastes comme Christopher Nolan qu'on a entendu, mais aussi Quentin Tarantino, grand amoureux de la pellicule et dont une partie du marketing de son dernier film, Les 8 salopards, s'est concentrée sur son format de projection 70 mm. The movie is shot in 65mm, then projected in 70mm, with an image twice the size of what you're used to, which will make your enhanced viewing even doper.
On sent derrière ces réalisateurs un devoir de préservation de la manière de créer un film de l'ère pré-numérique, en revenant à des outils ou des techniques plus matérielles. On peut le voir avec une renaissance des effets spéciaux pratiques, toujours avec la franchise Star Wars, alors même que le Hobbit de Peter Jackson fut critiqué pour son utilisation omniprésente des images de synthèse, là où le Seigneur des Anneaux préférait le maquillage et les décors réels. Ce n'est pas parce que c'est numérique que c'est forcément mieux. Mais donc pour régler la question là, pellicule ou numérique ? Eh ben on s'en branle. Quand on est con. Non, plus sérieusement, numérique ou pellicule, ce ne sont que des outils qui peuvent en plus très bien coexister sur un même film. And then people could claim like you should film to make it look old or something, but where you could actually claim, from my point of view, that you actually could make it look really much more beautiful. And I think sometimes digital looks much better, depending on what story you want to tell, you know. But you want to have all the tools, really, right? I mean, we have more now than we've ever had. On a pu voir que le format de capture est intimement lié au format de travail et de projection, et ce qui est sûr, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus énormément de raisons d'utiliser la pellicule. Là où ce format garde un avantage, c'est sur la résolution de l'image, dont on parlera dans un prochain épisode. Mais en gros, tourner avec un film 70 mm, comme pour l'IMAX, revient quasiment à tourner avec une caméra 11K. On capture une image gigantesque avec une précision au-delà des capacités des capteurs numériques actuels. Et c'est pour ça que ce format est considéré comme le meilleur pour capter et projeter un film. L'autre atout de l'argentique est sa durabilité. C'est le seul format fiable pour stocker et archiver durablement un film. Mais là encore, les progrès de l'informatique pourraient un jour me donner tort. Quand on rentre dans ce débat, on arrive rapidement à des constats qui concernent l'ensemble de l'industrie cinématographique et même la société en général. Car le numérique a radicalement changé notre manière de produire et consommer des images. Aujourd'hui, n'importe qui peut produire quelque chose depuis sa chambre et le donner à voir au monde entier. Les cinéastes peuvent inventer des mondes virtuels photoréalistes dans lesquels les spectateurs peuvent se plonger. On consomme du cinéma absolument partout et en illimité pour le prix d'une place par mois, voire gratuitement. Ce débat est aussi symptomatique des efforts de l'industrie pour resacraliser notre façon de consommer un film. I don't know if we're giving people enough reason to leave their house and go to the movies. I actually do think the digital production, the digital shooting, and the digital projection has a whole lot to do with that because, well, if we're just watching a DVD, I could watch that at home. Ça rappelle les années 50 où le monde du cinéma, prenant peur devant l'arrivée massive de la télévision dans les foyers, a inventé tout un tas de formats de projection gigantesques et plus immersifs pour rendre unique l'expérience au cinéma. Aujourd'hui, c'est un peu pareil, on a la 3D, l'IMAX, le 4DX, le Dolby Atmos comme argument supplémentaire pour nous faire sortir au cinéma. Mais le meilleur argument pour nous faire prendre le chemin des salles obscures, ça reste le film lui-même. Et pour ça, pellicule ou numérique, peu importe.